Ouais, tu m'as un peu plus convaincu. Merci. Je l'ai vu dans ton œil. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de la Tech Room, dédié cette fois-ci au métavers, aux réalités virtuelles. Est-ce que nous allons vers un fake world? C'est la question qu'on va tenter d'élucider ce matin. Je suis aujourd'hui à nouveau en présence de Thomas Oudaille. Bonjour Thomas. Bonjour. Stéphanie. Bonjour Thomas. Made in Soft et la French Tech avec Diane. Bonjour à tous et toutes. Et David, qui est notre invité, qui nous fait l'honneur de venir parler de solutions concrètes sur le sujet qu'on va évoquer ce matin. Alors, métavers, un buzzword qu'on entend dans toutes les bouches, qu'on entend à toutes les sauces, applicable à la médecine en passant par l'éducation ou encore les transports. Le fameux cabinet analyste Gartner, réputé pour ses analyses sur le marché de l'IT, de l'informatique, prévoit que 30% des organisations horizon 2026 dans le monde auront des produits ou des services connectés pour interagir dans le métavers. Pour autant, selon une autre étude de la société de sondage YouGov de mars 2022, 61% des Français ignorent totalement de ce qu'est le métavers, ce que sont d'ailleurs plus largement les réalités virtuelles ou les réalités augmentées. Le groupe Facebook, Meta aujourd'hui, participe grandement à la popularisation du terme, à la démocratisation des usages. Est-ce le dernier souffle de Facebook pour se recréer une stratégie de croissance ou non? On en parlera aussi ce matin. Que représente le métavers? Est-ce que ce sera le futur d'Internet? Est-ce que ce seront, avons-nous des cas d'usage concrets à appliquer à des entreprises comme l'UPE 13, celle de l'UPE 13? Quel levier est-ce que ça représente pour les différentes entreprises du territoire? Bienvenue dans cette nouvelle émission Tech Room. Je remercie aussi la région Sud qui nous soutient. On démarre tout de suite avec la chronique Qu'est-ce que c'est? Thomas, décodage, le métaverse, réalité virtuelle, réalité augmentée, Web 3, de quoi on parle? Ouais, c'est vrai qu'on s'y perd un peu dans tous ces concepts. Alors moi, je vous propose une petite analyse assez simple, en considérant que finalement, tous ces acronymes, tous ces concepts visent à nous projeter dans le futur d'Internet. En particulier, le Web 3 et le métaverse, qui sont souvent associés, alors que finalement, ils sont assez distincts. Pour faire simple, le métaverse, c'est un monde virtuel basé sur une technologie de casque immersif où on va pouvoir découvrir un certain nombre de nouvelles applications. C'est ce qui est poussé très fort par le groupe Meta. On a quelques doutes sur le marché, on pourrait y revenir tout à l'heure. A contrario, le Web 3 est finalement une autre version, une prochaine version du web décentralisée, puisque une des problématiques pointées aujourd'hui par pas mal d'analyses sur le web tel qu'il est aujourd'hui, c'est que c'est un système hyper centralisé où les GAFAM, ces plateformes, manipulent, gèrent et finalement contrôlent une grande partie de ce qui se passe sur Internet. Donc, Web 3, réseaux sociaux décentralisés comme type d'application, avec notamment des technologies blockchain qui vont permettre justement de gérer toute cette décentralisation. Je rentrerai pas dans la technique à ce niveau-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir que en matière de métaverse, on va s'appuyer sur des technologies de réalité virtuelle, à ne pas confondre avec la réalité augmentée. Donc la réalité virtuelle, pour faire simple, vous mettez un casque et vous êtes en immersion dans un monde, et il y a pas mal d'applications de formation, de tourisme, de culture, on en parlera tout à l'heure avec notre invité, donc des applications vraiment B2B. La réalité augmentée, bien vous êtes finalement dans le monde réel, mais grâce à des lunettes, vous obtenez d'autres informations qui viennent compléter le monde réel que vous vivez. Et vous avez aussi un certain nombre d'applications, notamment dans le monde industriel, où vous allez pouvoir, pour un opérateur, avoir des informations en temps réel sur, par exemple, une machine dans laquelle vous avez un certain nombre d'opérations à réaliser. Donc, en synthèse, ce sont des nouveaux concepts avec des marchés, des technologies dédiées à chaque fois. À mon humble avis, le métaverse, on en reparlera tout à l'heure, ça fait partie des débats, c'est plutôt un concept poussé par Meta, comme tu le disais, pour asseoir son futur économique. J'ai quelques doutes sur les applications pour les entreprises, même s'il en existe un certain nombre d'entre elles. A contrario, tout ce qui est lié à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée, c'est un marché qui, même si il tarde à se matérialiser de façon massive, se développe chaque année. En 2022, je crois qu'il y a eu une croissance d'à peu près 40% sur le marché, avec des casques de plus en plus accessibles pour le grand public et des entreprises qui s'y mettent pour développer des applications qui apportent réellement de la valeur. Alors, merci Thomas. Je reviens quand même une seconde en arrière pour être bien sûr de comprendre ton décodage. Donc, les casques de réalité augmentée, bon,
ça m'évoque HoloLens de Microsoft, qui Tout à avait fait. des lunettes transparentes, on se souvient de ces grosses lunettes qui permettaient finalement à des agents dans des usines ou dans des cas d'usage plutôt appliqués à l'industrie de pouvoir voir quelles pièces ils maniaient, donc finalement de les aider, de les assister dans leur rôle. Donc là on était sur de la réalité augmentée, la réalité virtuelle, donc là on était plutôt sur les HoloLens et les Google Glass, je les mettais dans la réalité augmentée. Réalité virtuelle, donc là on est sur les lunettes, mais qui cette fois-ci les casques immersifs plongent dans un monde complètement c'est ça, voilà, avec l'impression de perte d'équilibre et autres qu'on a tous peut-être pu tester. Web 3, pardon, ça fait 20 ans que je travaille dans la tech, j'ai toujours pas compris. Tu peux revenir une seconde dessus? Web 3. Donc, Web 3, c'est une évolution du web qui est aujourd'hui dans sa version 2, entre guillemets, hyper centralisée, où les plateformes gèrent les données, les accès, un certain nombre d'opérateurs finalement font que le système fonctionne avec des effets de bord qui sont notamment des histoires de gestion de données personnelles, de modèles économiques qui vont derrière, où vous savez qu'on est le produit puisqu'on ne paye pas un certain nombre de services fournis par ces plateformes. A contrario, le Web 3, ça va être finalement recréer son propre réseau social, par exemple au niveau local, sans aucune intervention des plateformes, ce qui va permettre de gérer notamment les données personnelles de façon complètement autonome et sans abus. Ok. Mais Métavers, pourquoi on en reparle aujourd'hui? Je me souviens de Second Life, le jeu, vous vous souvenez tous de ce jeu qui était un jeu de une simulation de vie complète, encore plus immersif que Sims ou SimCity, qui était quelque part c'était très bien fait. Aujourd'hui, je vois des applications métaverses de grande surface. Déjà que je suis pas un fan des courses, alors les courses par métavers, je comprends pas le cas d'usage. Pourquoi est-ce que c'est en train de renaître? Pourquoi maintenant? Pourquoi on en parle maintenant à nouveau? Plusieurs facteurs. L'évolution des technologies qui fait que maintenant, on a des technologies immersives qui permettent d'avoir des expériences qui sont vraiment sympas et différenciantes de la vie réelle. Dans Second Life, à l'origine, c'était juste PC, de la 2D sur PC et on vivait un certain nombre d'expériences avec son avatar. Là, on va être plongé soi-même dans un monde nouveau et c'est finalement assez logique que Meta, qui est aujourd'hui le groupe qui domine le monde des réseaux sociaux et de l'interaction basée et qui a son modèle basé sur de la publicité, essaye de se prolonger, finalement d'inventer la suite de son modèle, donc ce fameux monde virtuel dans lequel on pourrait aller faire ses courses, apprendre, rencontrer des gens. Et effectivement, un certain nombre de marques s'intéressent déjà à ce monde-là parce qu'il devrait y avoir beaucoup d'utilisateurs. Mais effectivement, comme tu le disais, est-ce qu'on a envie d'aller faire ses courses et se rencontrer dans ce monde virtuel? On verra. Diane, tu penses pas, je sais que tu es fan du sujet, mais tu penses pas que c'est simplement Meta, Facebook, qui a racheté Oculus Rift et qui essaie de se recréer une histoire? C'est vrai qu'on est loin du raz-de-marée qui avait été annoncé, parce que Meta, déjà il y a 2 ans, avait investi énormément. Facebook a changé son nom, donc c'était vraiment une ambition clairement affichée. On voit que la fin d'année 2022, avec les licenciements chez Meta, on sent que voilà, ça s'est un peu crispé et qu'on n'est pas encore là où demain on serait tous immergés dans ce nouveau monde, où on serait tous des consommateurs du métavers. Mais effectivement, si le métavers est limité juste à des consommateurs encore en puissance, non. On est d'accord que c'est une coquille vide et on n'a pas envie. Mais il y a effectivement des nouvelles technologies sous-jacentes qui sont assez intéressantes et qui seront appliquées à d'autres secteurs d'activité. Et là, ça devient intéressant. Merci Thomas pour ce décodage, décryptage. Je vous propose de prendre le sous-marin et de nous immerger à présent pour cette prochaine séquence avec notre geek guest, David. Bonjour. Bonjour David. Alors, Come in VR. Come in VR, ça fait chanson Nirvana, Come as you are, Come in virtual reality. Come in VR, c'est ça? Il y avait un jeu de mots au début ou oui, c'est bienvenue, entrer dans la réalité virtuelle. Bienvenue. Alors explique-nous, qu'est-ce que c'est? Combien vous êtes? Qui sont vos clients? Alors, Come in VR, c'est une entreprise que j'ai créée il y a 6 ans. 6 ans, d'accord. Qui a au départ, on a créé un POC pour voir ce que ça valait, parce qu'il y a 6 ans, c'était à l'époque quand Mark Zuckerberg rachète Oculus, qui est devenu Meta aujourd'hui, et qui a eu un effet bénéfique quand même, c'est que ça a largement fait baisser les prix de la techno et que c'est devenu intéressant en termes de ROI pour entrer dans la formation professionnelle. Et donc là, ça m'a vraiment fait basculer en disant
ok, c'est des technos qui vont être intéressantes pour la formation. Et tu parles de technologies de réalité virtuelle. De réalité virtuelle, et parce que en fait, donc nous on crée des contenus pédagogiques immersifs. D'accord. 90% en réalité virtuelle. On utilise. Lunettes. Alors avec des casques, effectivement. Alors ouais. tout le monde n'est pas équipé de casques, quelles que soient les entreprises. Donc c'est aussi applicable sur des écrans classiques. D'accord. D'accord. On va perdre évidemment un peu d'immersion et on va perdre ce que nous on recherche dans la formation, c'est-à-dire l'émotion et tout ce qui va être l'enregistrement du savoir par autre chose que l'ouïe et le regard, c'est-à-dire par le ressenti. D'accord. Et ça, aujourd'hui, il y a des stats qui sont incroyables en se disant que au bout d'un an, entre une formation classique où on a encore 10% du discours qui est présent, sur une formation immersive, on est à plus de 80% du discours qui est encore retenu par l'apprenant. Oui, puis on l'a vu pendant le confinement où nos étudiants et étudiantes ont été connectés via Zoom, Teams, et ce que ça a engendré en termes de dégradation pédagogique. Là, tu dis qu'au contraire, ça pourrait, en cas de futur Covid, on ne se le souhaite pas, qu'on soit clair, mais en cas de future projection de modalités hybrides d'éducation, c'est quelque chose qui augmenterait la performance d'apprentissage. Pour être complètement transparent, en termes de techno, on n'en est pas là. D'accord. Aujourd'hui, nous, on fournit des outils de formation qui sont pas autoportants, donc on parle pas de formation à distance, ce sont des outils pour le formateur. D'accord. Ce qui a changé là dans les 2 ans qu'on vient de passer, c'est qu'aujourd'hui, nous, on s'intéresse à toute la vie du salarié. Ça va du pré-recrutement, le recrutement, l'accueil dans l'entreprise, la formation au poste de travail, ce qui, là, on fait rien d'autre que répondre au code du travail. Et puis derrière, la formation professionnelle tout au long de sa vie, la montée en compétences. Pour revenir sur la fondation de Cominvr, l'autre paramètre, c'était comment on aide les gens à valoriser leurs compétences. Okay. On était Emmanuel Macron, quand il est arrivé au pouvoir, son premier mandat, il a changé la façon de former en se disant on va surtout financer les formations de montée en compétences. Donc les budgets ont été réorientés vers ces formations professionnalisantes. Et les branches professionnelles se sont réorganisées, mais on a eu une problématique. C'est qu'on a des gens qui n'avaient pas forcément des bagages scolaires très importants, mais qui avaient une grosse expérience terrain, et où on avait une distorsion entre leurs compétences et ce qu'on leur demandait de façon académique. Okay. Donc la question, c'est comment on fait pour aider ces gens-là à valoriser leurs compétences, aussi un peu à les déstresser vis-à-vis de l'apprentissage, parce que se retrouver face à un examinateur, c'est pas évident pour tout le monde. Se retrouver 5 heures assis sur une chaise, c'est pas évident pour tout le monde. Donc ça, c'est un aspect vraiment qui était important, de dire comment on fait pour les aider. Et donc le fait de les immerger en réalité virtuelle, de les replonger dans leur monde professionnel du quotidien, déjà ça contribue à déstresser. Et puis on les évalue sans qu'ils s'en aperçoivent. Okay. Donc on a vraiment l'essence même de ce qu'ils savent et du delta qu'il faut pour aller vers ce qu'on leur demande en termes de montée en compétences. D'accord. Je voudrais descendre encore plus concrètement. Explique-moi, je suis client, donc vous avez vous faites 600 000 euros de chiffre d'affaires, vous êtes en croissance forte, donc on a quand même bien un sujet, un cas d'usage ici qui est manifeste. Comment ça se passe? Je suis demain, je veux ta solution. Voilà, je veux favoriser l'intégration de mes nouveaux, assurer une formation en continu. Comment ça se passe? Je crois qu'on va avoir des images aussi en parallèle dans cet épisode pour bien comprendre visuellement de quoi on parle. Est-ce que tu peux nous expliquer comment le DRH, j'imagine que c'est l'interlocuteur, fait adopter la solution, parce qu'il doit acheter des casques, comment ça se passe? Alors, souvent, ça part d'une feuille blanche et d'une idée, on se dit, et d'une problématique. C'est comment je limite mon turnover à court terme, comment je suis sûr que la personne sur laquelle je vais investir dans l'accueil ne parte pas trop tôt, etc. Okay. Donc, la problématique, on répond à celle-là. La techno, elle vient après. Quelle techno on choisit, on verra ça après. Mais d'abord, c'est de la rétention. Tu dis, je vais favoriser la rétention de vos talents, c'est ça? Exactement. Quelle est votre problématique? Okay. Et là, nous, on a 2 options. Soit on a des produits en bibliothèque qui vont tout à fait correspondre à ça, soit on va créer du sur-mesure. Donc, un cas concret, ça va être une usine comme Eger, par exemple, qui fabrique des panneaux en bois agglomérés, là, qui fabrique tous les meubles, qui est dans les Vosges, une boîte autrichienne. Eux, ils ont pris tout le package, c'est-à-dire qu'on a, alors, on va pas être en réalité virtuelle, mais c'est de l'immersif. On a fait de la vidéo 360 pour expliquer comment fonctionne l'usine et que malgré tout, qu'on soit dans le bois, il n'y a pas 1 gramme de poussière, et donc de casser aussi un peu ces préjugés-là. Donc il y a toute cette partie accueil où on va mettre un message de prévention des risques. Donc ça va permettre à l'intérimaire déjà de se rendre compte de là où il va mettre les pieds. Est-ce que c'est fait pour moi ou pas fait pour moi? D'accord. La deuxième option, c'est
la deuxième étape, c'est là de la réalité virtuelle. Donc, on va vous plonger dans un monde synthétique qui reproduit des conditions de travail. Ouais. Et eux, ils voulaient valider les compétences de caristes, donc de chauffeurs de chariot élévateur, de savoir s'ils étaient aptes à conduire selon leurs conditions, leur typologie de produit. Donc, on leur a fait, on a dérivé un peu notre produit bibliothèque en leur faisant du sur-mesure avec leur propre charge. Et donc, ça permet de tester de façon virtuelle, c'est-à-dire sans aucun risque. De tester les caristes dans des situations qui peuvent être dégradées. Il y a un nid de poule, les charges peuvent glisser, le chariot élévateur peut se retourner, comment tu gères les piétons autour de toi, comment tu gères la circulation. Donc est-ce que tu as toutes les notions de prévention, est-ce que tu sais réagir avec le chariot élévateur. Donc ça leur permet de valider ces compétences-là, et puis de combler le delta. C'est-à-dire que si tu les as pas, ben, comment on t'emmène à mon niveau d'exigence. Donc vraiment là on a marié un peu les deux, de la vidéo 360 qui en termes de ROI est le top, mais on manque d'interactivité puisqu'on ne peut pas jouer sur de l'image, et puis derrière de la réalité virtuelle pure et dure 3D où là il y a vraiment de l'interactivité et où on peut mesurer. D'accord. Donc je veux retenir là, le cas d'usage que tu donnes, c'est un cas ressources humaines, il est assez approprié à la période. On va être dans une année de tension inflationniste, etc. Bon, ça a l'air de se réguler mieux que prévu, mais on sait qu'il y a une opportunité pour le patronat de se saisir d'une occasion de mieux préparer ses recrutements. Le recrutement, c'est pas un sujet exactement simple depuis 2 ans. Donc là, tu dis, ok, mon business case, c'est de vendre aux directions générales qui nous écoutent ici, quelque part, un retour sur l'investissement, sur la rétention. Et bon, ça va s'appliquer, je vois bien dans le cas de Heger que tu cites ici, ça s'applique à quelque chose de très visuel et de très concret, un métier qui est en partie manuel, voilà. Donc là, je vois bien le sujet. Tu peux juste donner quelques autres exemples de cas d'usage pour bien border ce que vous faites. Dans le monde de l'apprentissage, on travaille avec le CFI de Istres, qui appartient au pôle UMM, où on est en train de faire avec eux des capsules métiers. Par exemple, le tourneur fraiseur. Donc, comment fonctionne une machine de tourneur fraiseur? Donc là, c'est l'idée, c'est de donner les gammes. Un tourneur fraiseur. Pardon? C'est quoi un tourneur fraiseur? Un tourneur fraiseur, c'est un ouvrier, un employé qui va travailler le métal, et donc travailler une pièce métallique, qui va la percer, la mettre en forme, etc. Et donc, c'est pas des métiers dits comme ça qui sont très sexy, et pourtant, on en manque. Et on a du mal, et notamment le CFI de Istres, comme d'autres, ont du mal à remplir les formations. Donc, il faut attirer les apprenants. Donc, il y a la techno qui attire, c'est sûr. Il y a une espèce d'image, mais il y a aussi derrière de dire, regarde comment fonctionne la machine, le niveau de sécurité autour de la machine, et tu peux faire des belles choses autour de cette machine-là. Donc on promeut aussi. Ils ont valorisé certains métiers aussi. C'est ça. Mais faut pas. La majorité des gens quand ils viennent nous voir, de nos clients, ils le disent pas tout de suite, mais la raison qui prédomine, c'est la promotion. Alors, c'est marque employeur. Le terme est sans le galvauder, mais c'est ça. C'est comment je me mets en avant, être plus sexy pour recruter. Et puis derrière, je reviens sur Heger. Ils se sont aperçus qu'il y avait beaucoup de salariés qui avaient jamais mis les pieds à certains points de l'usine. Oui, d'accord. Donc ça permet aussi en interne de remanager et de refaire découvrir l'usine. Ça coûte cher? Ça coûte combien? C'est quoi le prix? Je vais vous donner des fourchettes, mais ce qui est intéressant, nous, la première question qu'on pose, c'est quel est le ROI pédagogique, quel est le ROI financier? Qu'est-ce que vous voulez faire? Si on n'a pas ces deux-là, ça sert à rien d'y aller. Oui, d'accord. On va faire un simulateur pour casse dans un placard. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de réflexion sur la rétention et sur le recrutement. Exactement. Donc la gamme de prix, un produit en bibliothèque, nous, on est selon la complexité du produit en licence annuelle, on est entre 1 500 € à 3 000 € à l'année. D'accord. Donc c'est pour la totalité des employés, pour un usage illimité. On a fait un système de licence flottante parce qu'on préserve l'argent de nos clients, où ils ont juste besoin du nombre de licences dont ils ont besoin en instantané. C'est-à-dire que s'ils ont 3 casques et 2 licences, ils peuvent faire descendre les 2 licences sur les casques qu'ils veulent partout dans le monde. Là aussi, c'est où est-ce qu'on met l'argent. Et un simulateur, ça va entre 16 000 30 000 €. Et puis ensuite du sur-mesure, là il n'y a pas de limite. Le panier moyen, on est à 50 000. Là, on a un projet à 350 000. Bon, voilà, ça dépend vraiment de ce qu'on veut me faire dedans. Bien sûr, mais il y a une justification économique. Merci David, c'est très éclairant, comme InVR. Je vois un bel avenir là quand tu décris le potentiel, et la période va être propice, je pense, à votre croissance. Merci David, je me tourne maintenant. Ma conviction est en train de se forger ici, Stéphanie, sur le fait que on a atteint le sommet du buzzword et on va redescendre vers quelques cas d'usage
un petit peu comme l'intelligence artificielle il y a maintenant 5 ans. On va voir quelques cas se cristalliser. Est-ce que tu peux nous faire une lecture cette fois-ci des gros cas industriels que tu vois se profiler, les grandes solutions, les grands domaines de solutions? Alors, grandes solutions ou effectivement des cas d'usage ici en local sur Marseille. Donc oui, on a signé le 5 décembre avec Meta, donc l'école Simplon, une de nos écoles inclusives. C'est pas la seule, je regarde mon acolyte à gauche, Thomas. Mais Simplon a lancé le 5 décembre une formation Meta qui va se durer en 2 ans, en alternance avec des grands noms nationaux et ici en local, qui a pour but de former sur 2 métiers sur le métaverse, qui sont des métiers de développeurs 3D et des métiers de techniciens également dont on va avoir besoin. Aujourd'hui, il y a déjà sur la région une quinzaine d'entreprises qui vont piloter ce projet. Des entreprises qui sont plutôt dans des secteurs tels que la médecine, la formation, le bâtiment également. On va beaucoup utiliser aussi sur le métaverse les métiers du bâtiment en 3D également. Donc ça, c'est déjà quelque chose de super puisque Simplon va représenter cette formation. Et puis, on a aussi une société, une start-up à Marseille qui a été nommée aussi chez vous dans votre émission Startup Bébé, qui s'appelle E2VZR, qui est au pôle de la Belle de Mai, qui elle se charge en fait pour aider les entreprises. Donc c'est un outil, un moyen de communication également, qui se charge de transformer le business des entreprises dans le monde du métaverse. Donc aujourd'hui, c'est une entreprise qui compte une quinzaine de collaborateurs, 700 000 euros de CA. Donc elle est amenée à se développer. Il y a aussi des noms de la région qui les accompagnent, essentiellement aussi sur des financeurs qu'on connaît tous, hein, comme la région et d'autres. Et une entreprise qui souhaite passer dans le monde de la méta, par exemple. Alors là, on va parler de grands noms. Hein. Il y a du Adidas, il y a du Zara, il y a du Carrefour. Zara aujourd'hui a créé sa boutique en ligne spécifiquement avec une collection méta, avec des achats uniquement sur le monde de la méta. Donc, ce qui est assez incroyable, c'est un peu plus cher, mais bon, effectivement, après on arrive sur ces fameux avatars qu'aujourd'hui on appelle c'est un vrai business. Hein. C'est du B2A, donc c'est du business to avatar avec des boîtes comme Kinexis qui vont faire de l'achat, de la création d'avatars qui va exactement pouvoir correspondre à ce que vous souhaitez dans ce monde que vous voulez. Donc par exemple, je rentre chez Zara, moi je l'ai fait, je rentre chez Zara, je crée mon avatar, j'ai une collection spécifiquement à mon nom qu'après j'achète avec des bitcoins, de l'Ethereum, etc. On l'achète pas évidemment avec des euros, mais c'est assez impressionnant. Où est-ce que ça va aller, je ne sais pas. Est-ce que j'ai aimé? Pas vraiment, parce que 1, c'est cher, 2, effectivement, ce sont des collections uniques, certes, mais qui sont pas encore, on peut pas les toucher, on peut essayer de toucher sur l'autre, parce que c'est très sensible aussi. On arrive avec le méta à vraiment rentrer dans la boutique, regarder les vêtements, les cintres, etc. Mais c'est bizarre, parce que c'est pas encore dans notre mode institutionnel à aujourd'hui. Et pour autant, donc là, je dévie de cette société. Donc la plateforme s'appelle E2XR et la société E2VZR qui commence vraiment à cartonner. Et là, on arrive sur un produit local à Marseille qui est un escape game qui s'appelle Illucity, qui met en réalité dans le monde de la méta. Par exemple, j'y suis allée aussi. Il y a 8 thématiques pour un espace de 4 joueurs maximum pour un peu moins de 30 €, où là, on va pouvoir travailler sur des monuments historiques, donc plus tournés vers le tourisme, tels que Notre-Dame à Paris, des antiquités grecques, etc. On va aller voir, participer aux travaux, monter sur les échafaudages, c'est assez incroyable. Et je me suis beaucoup plus éclatée sur Illucity à Marseille qu'au Lyoto. Je vous incite à y aller. D'accord, donc on voit quelques cas se dégager. La formation, on en a parlé avec ton entreprise qui est niçoise, hein, je ne me trompe pas. Non, Martégal. Martégal, pardon. Martégal. Mon associé est à Nice, mais c'est ça. J'ai entendu Nice dans la préparation, la formation, donc 2J Process, Wixar, Immersive Collab. Donc on voit bien ce cas d'usage se dessiner, et je dis par extension à la formation, finalement tous les processus d'intégration
formation continue, pas seulement les formations initiales. L'engineering, on l'a un peu évoqué aussi, c'est-à-dire assister, c'est finalement la nature des formations que vous faites. Hein. Comment j'aide quelqu'un en situation avec des solutions comme ABIM, modélisation 3D, ce genre de choses. Et là, tu plongeais dans les industries. Tu citais ton dernier exemple, ça touchait aux industries culturelles. Hein. C'est les ICC, industries culturelles et créatives, cinéma, on dit comme ça, les ICC, etc. Ouais, les industries culturelles et créatives, industrie culturelle et créative, Cross the Ages, ProTube, VR, prospective à la grotte Cosquer, hein, vous pouvez tous aller voir, c'est quand même fabuleux. On voit bien donc ces 3 cas, et là donc je vois bien le culturel, très bien, par visiter le Louvre, je le vois. Engineering, ingénierie, formation, ces 3 cas-là, je les vois. Tu parlais de Zara, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Moi, je trouve que c'est super exagéré, c'est-à-dire, est-ce que vraiment on va aller faire du shopping? Tu penses vraiment qu'il peut y avoir une mutation des mœurs qui peut nous amener à, alors peut-être par timidité, par réserve, par pudeur, à essayer des habits en ligne dans une fausse boutique Zara ou des fausses Adidas, parce qu'on est en train de parler de ça. Hein. Pourtant, un modèle 3D d'Adidas en ligne, je comprends, mais alors un plongeon immersif dans Adidas, j'arrive pas à faire la connexion. Tu vois, je pense que c'est une question de génération en fait. C'est peut-être pas forcément la nôtre. Aujourd'hui, ça remplit ses foules. Ça, c'est fait. Ok. Non, mais c'est vrai, c'est peut-être pas forcément la nôtre. Bon. Peut-être, voilà. Enfin, Diane est plus jeune que nous, mais c'est pas forcément la nôtre. En attendant, c'est full. Je suis jeune comme eux. Hein, tu vois. Ceci dit, avec son avatar, on peut créer son vêtement. Donc sur cette ligne Zara, par exemple, le recevoir à la maison. Le recevoir à la maison. Okay. Bon, j'ai essayé, je l'ai toujours pas reçu. Mais c'est un problème de logistique voilà. plutôt. Ouais. Non, mais c'est vraiment spécifique. En revanche, on voit bien que ça a explosé aussi post-Covid. Hein. Les gens ont passé beaucoup de temps dans la réalité virtuelle, sur les jeux vidéo, et les jeunes comme les moins jeunes. Hein. Mais qu'aujourd'hui, on sait pertinemment que le métaverse ne va pas remplacer le réel. On a soulevé des indicateurs assez dangereux, notamment 1 sur la partie juridique et 2 sur cette fameuse distanciation sociale que cela va provoquer chez les gens qui vont s'immerger sur ces plateformes et qui vont y rester. Le télétravail, c'est bien. Alors, on organise aussi des réunions avec le méta, bien sûr, pour plus facilement échanger, se rencontrer avec un casque, etc. Donc c'est peut-être un peu mieux que le télétravail. On est derrière son ordi à faire des visios, etc. Là, on peut aller dans les couloirs, on peut avancer dans chaque bureau, aller dire bonjour à tout le monde. Mais bon, ça reste pas un lien humain réel, quelque physique. part. Là, on est vraiment dans comment adapter cette transformation du métaverse, de la transformation digitale, et garder ce lien humain qui est avant tout très important. Ok. Alors, merci Stéphanie, merci, c'est éclairant sur. Non, j'apprends des choses ce matin. Vraiment, je suis content parce que c'est vrai que c'est un domaine sur lequel je suis très réfractaire à titre personnel, non pas pour des raisons technologiques. Je suis un fan de techno, mais pour des raisons vraiment purement éthiques, surtout dans les interactions sociales. Alors justement, je me tourne vers toi, Diane, pour cette session Hack the Future. Pourquoi est-ce qu'il faut pas passer à côté? Je sais que tu es convaincu, voilà, je voudrais que tu me dises vraiment, voilà, sachant que je ne le suis pas et que Thomas ne l'est pas non plus, hein, ça va être le moment d'un débat, je sens. Et David, tu peux participer, ne t'inquiète pas, nous serons courtois. Mais c'est vrai qu'autour de cette table, on a des points de vue très très différents, drastiquement marqués sur. Je pense que Thomas et moi, on n'y croit pas. Mais avant de rentrer dans un débat, je voudrais que tu nous dises toi. Au métaverse, non. À la VR, oui, il y a plein d'applications. Oui, mais voilà. c'est vrai métaverse, que le monde virtuel spécifiquement métaverse, dans une époque où on doit être plus responsable sur nos usages du numérique et de la consommation en général, c'est vrai que c'est un peu à l'opposé de la tendance finalement raisonnable du monde. Bon, peut-être que c'est un nouveau mouvement générationnel. Hack the Future, Diane, dis-nous pourquoi il ne faut pas passer à côté du métavers. Tu as l'air de plus en plus convaincu quand même depuis le début de l'émission, Thomas. Donc peut-être qu'à la fin, dans 5 minutes, ça sera encore mieux. Non, je pense que ce qui est important et ce qui dégage de cette discussion depuis le début, c'est l'humain. Tu parles de l'IA au début, et effectivement, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces nouvelles technologies. Et c'est quand tu replaces l'humain au milieu de la technologie et son intérêt que là, ça devient un petit peu intéressant. On parlait un peu des ICC, mais finalement, la culture, l'a bien compris depuis... Les ICC, industrie, culturelle et créative. Oui. Je fais le décodage. Tout à fait. La culture l'a bien compris depuis très longtemps et a vraiment utilisé, du coup, ces nouvelles technologies pour avoir une expérience augmentée. D'accord. Parce qu'on est d'accord que faire ses cours dans le métavers, ça nous engage pas trop. Peut-être qu'on est déjà trop vieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, cette génération, aller dans un musée
voir une expo, mais en même temps avoir une nouvelle expérience, ça devient intéressant. D'accord. Donc typiquement, on a le musée Granet, qui est quand même une institution ici sur le territoire à Aix. Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence, utilise ces nouvelles technologies pour justement améliorer un petit peu l'expérience et peut-être aussi attirer un nouveau public dans les musées. Donc ça, c'est assez intéressant. En ce moment, il y a une exposition qui s'appelle Sphère Code Cylindre, où justement, il y a un langage qui se fait entre art classique et le musée est retransmis dans le métavers. D'accord. Donc du coup, voilà, ça permet effectivement d'avoir une réflexion sur ces nouveaux usages de la technologie. Et on a une biennale des arts numériques sur le territoire, Chronique, qui vraiment met à l'honneur un peu toutes ces nouvelles technologies et ces nouvelles formes d'art. Donc il y a vraiment la culture qui pousse en tout cas sur ces nouvelles technologies. Et ça reste du coup très grand public. Et intellectuellement, c'est toujours intéressant d'avoir de nouvelles expériences. Et ça a aussi des impacts économiques assez importants. On parlait un peu des bâtiments, tout ce qui est ingénierie. Le jumeau numérique, qui est aussi des nouvelles formes, c'est un marché qui est en pleine expansion. Donc le jumeau numérique, c'est la réplique virtuelle d'un objet physique, quel qu'il soit. D'accord. Donc ça veut dire, tu parlais un peu tout à l'heure de Abim, qui est une start-up du territoire. Abim va pouvoir modéliser des maquettes d'un port pour justement optimiser tous les coûts. Okay. Donc ça ouvre des perspectives assez incroyables en termes d'anticiper le futur, d'optimisation effectivement des coûts. Et c'est un marché qui est en pleine expansion. C'est 3 milliards, ça va faire 100 milliards en 2030. Donc tu vois, il y a quand même des perspectives assez concrètes qui sont en train de s'ouvrir. Et ce que je trouve intéressant dans tout notre débat, c'est le métavers, du coup, repose cette question de la souveraineté. Je pense que là où les États ont été un peu dépassés par les GAFAM, on est d'accord que c'est les GAFAM qui possèdent un peu tous nos plateformes de réseaux sociaux. GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Là, du coup, ces nouvelles technologies, maintenant que les États ont compris qu'on a du coup de l'expérience des dernières années, il y a des vraies réflexions qui se font. Au niveau Europe, il y a Thierry Breton qui pousse pour un métavers européen. Et là, au national, l'AFNOR, l'Association française de la normalisation, c'est pas très sexy, mais c'est quand même très utile pour faire des règles, lance une commission à la fin du mois avec le ministère de l'économie, justement pour faire appel aux personnes du secteur de tout ce qui est un peu nouvelle technologie, pour créer des nouvelles normes, pour avoir un métavers justement plus vertueux et plus en accord justement avec les droits des citoyens. Donc c'est ça qui est intéressant avec tout ce débat, c'est que forcément ça va pousser de nouvelles normes et peut-être que là on va prendre ce virage de la souveraineté. D'accord, tu dis quelque part c'est une manière, après on a 90% des données françaises ne sont pas hébergées en France aujourd'hui. C'est une nouvelle pour personne, je pense, qu'elles soient B2B ou B2C, 90% des data d'entraînement pour nos propres IA nous échappent. Tu dis ici on a l'opportunité industrielle, l'opportunité pan-européenne de construire quelque part un nouveau secteur d'activité ou au moins une déclinaison dans le numérique. Ok, ça se tient. J'aime cet optimisme, très bien. Merci à tous. Je pense que cette session a été très utile. Je fais une conclusion partielle ici pour ma part. J'espère qu'on vous a, c'était notre ambition ce matin, aidé à mieux comprendre ce qu'étaient les notions de métavers, les notions de réalité virtuelle, réalité augmentée, que les cas d'usage donnés par la société témoins aujourd'hui avec David, que je remercie à nouveau, et les différentes solutions élaborées détaillées par Stéphanie, puis par Diane ont été éclairantes. Vous emportez aussi les enjeux moraux, les enjeux éthiques en termes d'équilibre psychique. Je voudrais faire un tour de table pour écouter aussi vos conclusions. Voilà, ce que vous retenez de cette émission aujourd'hui. Thomas, peut-être? Non, moi simplement j'aimerais qu'on imagine une future émission de la Tech Room dans le métaverse. Alors on va voir un grand nombre d'images du métavers dans l'émission métavers. La prochaine fois, on est tous avec nos casques et puis on se rencontre. Il est moqueur. On verra ce qui se passe. On verra ce qui se passe. Il est en train de dire. Nous n'aurions plus de relation. Ok. Non, juste pour remettre un peu en perspective, le premier casque de réalité virtuelle, il date des années 70. Oui. Donc on parle de nouvelles techno. Oui. Et en fait, est-ce qu'on répond à un besoin? Est-ce qu'on a un ROI? C'est ça qui donnera la vérité. Oui. Je pense qu'on est aux prémices de quelque chose qui va nous bouleverser. Et aujourd'hui, il y a quand même encore un obstacle, peut-être, qui est physique, et de fait de mettre un casque. Oui. Mais les technos qui arrivent vont faire que ça va devenir, dans le quotidien, beaucoup plus facile à mettre en place. Et c'est ce qu'on disait, ça va poser d'autres problématiques éthiques pour le consommateur. Je pense que le monde professionnel s'en est emparé de la bonne façon et que ça laisse préjuger vraiment d'une techno au service des salariés et de l'humain. D'accord, ok. Thomas, je voudrais quand même revenir. Je te sens opposé, je voudrais aller au bout. Qu'est-ce qui te gêne, toi, dans le métavers? Dis-moi.
Ah, mais c'est très simple, je vois pas l'intérêt. Tu vois pas du tout d'aller l'intérêt. Consommer dans un monde virtuel, je vois pas l'intérêt. Consommer, d'accord. Ah, mais c'est ça, c'est consommer, échanger. À l'heure où on se pose ces questions d'impact du numérique, de notre sociabilisation, on a vécu le Covid, etc. C'est effectivement pour moi une espèce de fuite en avant poussée par Meta pour des raisons purement business, dans une vision du business irresponsable par rapport aux enjeux de la société. D'accord. En termes de relationnel et de connexion humaine, ça n'enlève rien au cas d'usage qu'on a cité ici, de pouvoir visiter le musée Grévin à Aix-en-Provence. Moi, je distingue bien Metaverse et autres mondes virtuels, des applications de VR qui sont au top, je pense, pour la formation, pour la culture, pour l'éducation, pour la santé mentale. Il y a plein de choses à imaginer où ces capacités d'immersion. C'est vraiment la consommation et l'intermédiation relationnelle. Virtuel. Je pense que dans le monde réel, dans notre monde, on a des moyens d'utiliser intelligemment la VR. Et il y a encore un marché à venir parce qu'on est au tout début. Ça fait 25 ans qu'on nous promet des trucs incroyables et ça tarde un peu à venir. Mais ça tarde à venir, hein, c'est vrai. On va y arriver. C'est vrai, mais c'est comme blockchain finalement, ça tarde enfin ça s'est cristallisé sur quelques cas, hein, Bitcoin, Ethereum, mais finalement. Diane, un mot de la fin. Ce monde virtuel devient finalement très réel et toujours l'humain au cœur. C'est ça ce qui sera primordial et qui fera la différence sur l'utilisation de ces nouvelles technologies. Enfin nouvelles ou anciennes, mais en tout cas. Tu as vu le film Game Player One? Non. Player One. Tu veux qu'on aille chercher l'œuf de Pâques? Oui, c'est ça, où ils sont immergés dans un univers parallèle, puisque finalement on a tellement paupérisé à force de mécanisation et de chômage et de surendettement les citoyens. On en revient à une réalité où finalement on les perfuse. C'est pas un avenir souhaitable, c'est vrai. Non, mais effectivement, pas du tout. On n'a pas du tout envie d'être dans ces mondes. Et c'est vrai que la science-fiction et la réalité là commencent à se rapprocher. Et on n'a pas envie de ça. Ok. Stéphanie, un mot de la fin. Juste attention à l'humain au cœur de la transformation digitale, effectivement, c'est ce qu'on est tous en train de dire. Après, ceci dit, pour les malades et les handicapés, de pouvoir voyager dans ce monde virtuel pour aller visiter des pays qu'ils ne pourront jamais faire, je dis pourquoi pas quand même. Pour aller plus loin dans la recherche aussi, sur des maladies, on le voit aussi, ou tout simplement aussi dans le bâtiment 3D pour voir les défauts plus vite, pour pouvoir intervenir plus vite. Mais tout le reste sur le shopping, non. D'accord. On est d'accord finalement. On est d'accord finalement, Thomas. Adhérent de l'UPE 13, j'espère que ça vous a été utile. Vous êtes dans la santé, vous êtes dans des métiers d'ingénierie, des métiers pédagogiques, de formation ou encore des métiers culturels. Je vous invite à vous pencher sur ces sujets de réalité augmentée, métavers en priorité. J'espère que cette session vous a été utile. Je remercie aussi les adhérents qui sont venus aujourd'hui assister à la mission en direct. N'hésitez pas à venir nombreux pour les prochains épisodes. C'en est tout pour aujourd'hui, pour cette émission de la Tech Room. Encore merci pour le soutien de la région Sud. Bonne journée à tous. Bye bye.